Hey all! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va pas raconter une histoire, mais on va faire une analyse. Il y a quelques jours de cela, j'ai un abonné qui m'avait envoyé une vidéo où Florian Philippot s'exprimait. Et dans cette vidéo, il disait que selon certaines sources qu'il avait en interne dans différents partis, Emmanuel Macron envisagerait de démissionner. Parce que vous savez que sur cette chaîne, quand je suis pas sûr d'une source, j'en parle pas. Je vous donne d'ailleurs, dans chaque vidéo, je vous cite l'article de presse, le jour, le journal, la source. Voilà. Donc là, je peux pas vous dire le nom des personnes qui m'ont dit ça, mais c'est plusieurs personnes de différents partis politiques. Et c'est sûr, à 100%. Les états-majors des partis politiques représentés actuellement au Parlement se préparent beaucoup plus à une nouvelle élection présidentielle anticipée suite à une démission de Macron qu'à une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est contre-intuitif. Et certains partis politiques se préparaient à cette mesure possible. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas forcément été très à l'aise. Vous savez, vous connaissez les réseaux sociaux, on peut vite être taxé de complotiste. Je me suis dit, j'ai pas vraiment envie d'analyser ça. Et au final, en fait, je trouve ça extrêmement intéressant parce que pour moi, il y a certaines pistes qui, en tout cas, me feraient penser que certains partis se préparaient à une possible démission d'Emmanuel Macron ou en tout cas travailleraient à cette démission. Et on va analyser tout ça. Donc, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez la chanson. Juin 2024, après le résultat des élections européennes, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est la cacophonie générale. Jordan Bardella, qui a fait un score énorme, était envisagé pour être le prochain Premier ministre de la France. Mais au final, c'est le nouveau Front populaire qui arrive en tête. Au bloc, c'est donc la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête de cette élection, suivi dans... Donc ça, c'était une stratégie mûrement réfléchie par les conseillers d'Emmanuel Macron qui ont en vrai fait un coup de poker en se disant allez, on y va, on dissout l'Assemblée nationale, parce que c'est vrai que c'était un désaveu. Le résultat des élections européennes, c'était clairement un désaveu pour la Macronie, mais ça n'a jamais été fait sous la Ve République qu'un président dissout après les élections européennes. Après des élections législatives, oui, mais après des élections européennes, c'est assez étrange. Mais de ce que j'ai compris, c'était la cacophonie générale à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de Delogu qui brandit le drapeau, Yael Braun-Pivet qui hurle sur Delogu. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Voilà, c'était inaudible, donc dans tous les cas, il fallait dissoudre l'Assemblée nationale et je pense qu'ils voulaient le faire à peu près à la rentrée. Déjà, c'était déjà envisagé de le faire à la rentrée, mais pour eux, c'était le bon moment parce que la gauche était dissoute à ce moment-là. Donc, ils se sont dit que potentiellement, les électeurs allaient se tourner vers le parti de Renaissance, mais au final, on a eu le nouveau Front populaire. Si vous suivez mes lives, vous savez que de plus en plus, je le dis, je trouve que la France insoumise, c'est beaucoup passager, d'accord? On est sur une stratégie de la France insoumise, peut-être de rentrer dans un parti de coalition, tout en appliquant toujours le programme du nouveau Front populaire, mais tout en restant assez lisse maintenant. Vous voyez, comme si pour montrer que oui, on peut être un parti de gouvernance. On a Jean-Luc Mélenchon qui se met en retrait, Manuel Bompard qui est excellent. Je trouve que vraiment Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon choix avec Manuel Bompard. À voir quelle hypocrisie, parce que si le gouvernement de Michel Barnier est en place aujourd'hui, c'est parce que le Rassemblement national a refusé de le censurer il y a 2 mois. Et de l'autre côté, on a un Rassemblement national aussi qui est très lisse. D'accord, Jordan Bardella qui nous dit que voilà, on peut avoir un prénom étranger et se sentir et être français. Donc pour moi déjà, c'est se dissocier d'Éric Zemmour. Vous vous en souvenez cette phrase avec Absat aussi. Je m'appelle Absat, moi. Eh ben, votre mère a eu. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Quand il est reçu par Pascal Praud pour parler de son livre qui est là, je vais vous faire l'analyse, donc abonnez-vous. Il va être là, on va lui dire, mais est-ce que vous vous sentez à droite? Et on a Jordan Bardella qui dit oui, mais nous on n'est ni de gauche ni de droite. Ça me rappelle Emmanuel Macron quand il va aller chercher à gauche à droite.
Le Rassemblement... Plus de droite aujourd'hui. Laissez-moi finir. Mais non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi, on est au cœur, à mon avis, des questions Ce que je veux dire, qui vous interrogent, vous. C'est qu'il y avait des jeunes du Front National de la Jeunesse à l'époque. Le Rassemblement national, qui était quand même économiquement parlant, ça se rapprochait plus de la gauche, tout d'un coup, ça devient libéral. Il commence à prendre des mesures libérales. Donc, j'ai l'impression que le Rassemblement national essaye de se recentraliser pour essayer d'avoir un électorat de centre droit. Et je voyais pas, je vous avoue que quand il y a eu justement cette interview de Jordan Bardella, je me suis dit, mais pourquoi le ton change au Rassemblement national? Et c'est ce que Pascal Praud essaye de faire venir. Mais dites-le que vous êtes d'une droite. Pourquoi toujours vouloir être dans le nini? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on suit l'analyse de Florian Philippot et ses sources, et il y a eu aussi d'autres personnes, dont Danton sur Twitter, qui le disent, que beaucoup de partis se préparent à une potentielle démission d'Emmanuel Macron, ça se tient en fait. Parce que si demain, d'accord, si demain on a un duel Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, l'électorat du centre-gauche de Renaissance ira voter pour Jean-Luc Mélenchon potentiellement, ou sinon s'abstenir, et le centre-droit, en vrai de vrai, bah ça ira voter pour Marine Le Pen. En tout cas, si ça continue comme ça, parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le discours sécuritaire du Rassemblement national, mais au niveau économique, on sent les failles. On sent les failles, on sent qu'il manque ce côté technocrate, en fait, au Rassemblement national, je le dis tout le temps. Il y a un côté assez amateuriste. J'ai comme ophtalmo un juif, et j'ai comme dentiste un musulman. Qu'on ne trouve pas forcément à Renaissance, chez les Républicains ou dans les partis de gauche, parce que là, on a personnalités politiques très technocrates, qui sortent de l'ENA, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait toutes ces grandes écoles. Alors que le problème du Rassemblement national, c'est que la plupart des personnes sont issues de la société, je vais pas dire de la société civile, mais c'est pas forcément des cadres sup. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, si on analyse bien l'électorat et les failles du Rassemblement national, ou encore on se souvient débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2022 qui a fait perdre littéralement les élections à Marine Le Pen parce que économiquement parlant, ça ne valait rien. Ça ne valait rien. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, je parlais de ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc, ils l'ont bien compris parce que les Républicains, j'arrête pas de le répéter avec Bruno Retailleau et son ministre délégué, sont venus sur les plates-bandes du Rassemblement national au niveau des sujets de la sécurité et de l'immigration. Et pourtant, ils ont, on va dire, cet électorat cadre sup, assez bourgeois, qui vont aller voter pour les Républicains parce que voilà, c'est un peu plus, on va dire, ça fait un peu plus classe. Je suis désolée, je suis pas en train de dire qu'il y a des gens classe, pas classe, mais voilà, vous voyez, c'est une droite bourgeoise. C'est le même électorat que celui de Reconquête, d'Éric Zemmour. Et c'est cet électorat-là que le Rassemblement national essaye d'aller récupérer. Parce que sinon, tu te dis quoi? Tu vas dire, oui, mais bon, ok, je vote pour Marine Le Pen, c'est bien au niveau sécuritaire, mais ça va être la catastrophe économiquement parlant. Donc, limite, autant voter blanc. Et vu que de l'autre côté, on a aussi la stratégie de la France insoumise, qui est aujourd'hui d'aller chercher les abstentionnistes. Et ça a marché pour les dernières élections européennes, pour les dernières élections législatives, excusez-moi. Ils sont partis chercher un électorat qui normalement ne votait pas parmi les classes populaires et dans les banlieues. Il faut savoir quelque chose. Quand vous voyez que le taux d'abstention est relativement bas, ça veut dire que ça va pour les voix de gauche. En général, les personnes qui s'abstiennent sont de gauche. Et donc, c'est quelque chose qu'on va reprocher à la France insoumise. On va dire, oui, mais ils vont partir chercher un électorat musulman, des quartiers populaires. Mais les gars, on appelle ça le clientélisme, ça a toujours existé. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'on accuse Marine Le Pen d'aller faire du clientélisme dans les campagnes? Au front, on raffole des traditions locales.
Est-ce qu'on accuse Renaissance d'aller faire du clientélisme à Neuilly-sur-Seine ou dans le 16e? Non. C'est ta clientèle. C'est les personnes à qui ton programme parle. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Et donc, même si vous regardez bien la stratégie de la France Insoumise, là, ça met les bouchées doubles. Et François Hollande aussi l'a bien compris. C'est pour ça que François Hollande est en train de mettre la pression à Olivier Faure pour sortir du nouveau Front Populaire. Parce que c'est potentiellement redouté que Jean-Luc Mélenchon arrive à avaler toute la gauche, qui se tournerait vers un candidat unique s'il y a une potentielle démission d'Emmanuel Macron. Ça, on viendra dessus après, d'accord? Sur moi, ce que je pense de la démission d'Emmanuel Macron, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son cabinet, mais voilà, on est là pour analyser, on peut se poser des questions, et en vrai de vrai, ce que Florian Philippot a dit, selon ses sources, moi, en analysant un peu ce qui se passe, le climat politique actuel, je me dis que c'est fortement possible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc là, on le voit bien. La France Insoumise met les bouchées doubles pour les municipales. La France Insoumise est en train de mettre la pression au Parti Socialiste. On ne vous attendra pas. Le train va passer, on ne vous attendra pas. Vous ne voulez pas de coalition maintenant, ne venez pas plus tard parce qu'il y aura un insoumis face à vous. Si c'est pas avec nous, ce sera face à vous. Ensuite, ce qui m'a potentiellement aussi mis la puce à l'oreille du côté de la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon qui va voler au secours de Marine Le Pen quand on apprend que le parquet demande l'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen. Nous, les Insoumis, nous tenons le même discours sur le droit, qu'on soit en France ou ailleurs dans le monde. Partout ailleurs dans le monde où la justice essaye d'empêcher l'élection d'opposants, nous demandons qu'on n'applique jamais cette peine sans que toutes les voies de recours soient épuisées. Qu'est-ce que c'est une voie de recours ? Donc ce qui vaut pour ça, c'est le droit de demander, le droit de faire appel. On a bizarrement Jean-Luc Mélenchon qui dit oui, mais non, c'est pas la justice de décider, c'est au peuple de décider. Je me suis dit, j'entends ça de Jean-Philippe Tanguy, j'entends ça de Jordan Bardella. Allez, Darmanin parce qu'il a plus rien à perdre. Là, je pense qu'il sait que 2027, c'est mort pour lui. Mais Jean-Luc Mélenchon, je me suis dit, c'est bizarre. Et encore une fois, beaucoup de personnes l'ont analysé comment? C'est que dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, et c'est vrai que ça fait super longtemps qu'il le dit, 2026 doit se jouer entre sa personne et Marine Le Pen. Donc là, on commence à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que ces partis-là se mettraient dans la tête qu'Emmanuel Macron démissionnerait? La motion de censure. Je vous l'ai dit, une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique ni même d'une sorte d'exercice imposé. Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle et responsable d'une défiance républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. La motion de censure. On sait déjà que et les partis apparentés n'ont pas de majorité absolue. Pour moi, vraiment, ça n'a pas non plus été un échec cuisant, cette dissolution, mais pas loin. D'accord? Moi, j'ai trouvé ça vraiment au niveau de la gestion catastrophique. Je le dis, je le répète, Gabriel Attal a sauvé le parti de Renaissance. Oui, je mènerai cette campagne en tant que chef de la majorité, Premier ministre, avec l'identité qui est la mienne. Il a sauvé le parti il a mis une cape. Il s'est enfermé 3 jours à Matignon. Peut-être qu'il mangeait des glaces devant des séries Netflix et il s'est levé. Il est parti faire le tour de la France. Il est parti soutenir les candidats. Il est parti soutenir les militants. On appelle ça un leader. Bonjour, je peux pas rentrer là. Et un leader incontesté. Aujourd'hui, Gabriel, tout le monde, ils peuvent tous venir. Et je suis pas Renaissance, je suis pas encartée Renaissance, mais je le sais parce que c'est ça qu'on appelle un leader. C'est ce que Gabriel Attal a fait pour le parti. Aujourd'hui, on a un parti Renaissance qui est en difficulté, tout en sachant qu'Emmanuel Macron n'a pas donné le nom de son dauphin, parce que j'ai l'impression que pour lui, c'est pas terminé. D'accord? Donner le nom de son dauphin, c'est comme si tu disais, bah pour moi, c'est la fin en fait. Mettre le successeur en avant. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que ça donne une guerre des chefs. C'est que ça va donner une guerre des chefs comme on a eu la guerre des chefs avec Nicolas Sarkozy, François Fillon et Jean-François Copé.
liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé. Et on est en train de se rapprocher de ça. Donc là, on a un parti présidentiel qui est quasiment inexistant à l'Assemblée nationale. On a le gouvernement Barnier qui tient comme ça, avec des frissons, grâce au bon vouloir de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Et clairement de Marine Le Pen. Et en fait, ce qui fait craindre, c'est quoi? C'est la motion de censure. Parce que s'il y a une motion de censure du Rassemblement national, que la gauche le vote, etc., ou je sais pas s'ils ont besoin de la gauche ou pas pour faire voter une motion de censure, ou s'ils sont assez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, le gouvernement Barnier tombe. Imaginez qu'il présente un gouvernement, hop, le Rassemblement national le fait encore sauter. Et ils le font encore sauter, ils le font encore sauter, ils le font encore sauter. Et bah, dans la tête supposément de certaines personnes dans des partis, Emmanuel Macron ne pourrait pas tenir jusqu'à 2027. D'accord? Il pourrait pas tenir jusqu'à 2027 parce que le pays, il est ingouvernable. Quand t'as pas de gouvernement, t'as pas de ministre. Donc ça veut dire que l'administration publique n'avance plus, ne fonctionne plus. Il faut des signatures, il faut des représentants, voilà. Donc, tout est bloqué, le pays va être bloqué, et donc, en fait, c'est comme si c'était un désaveu. C'est pour ça qu'en vrai, on est dans une situation assez exceptionnelle. Je sais pas, parce que même si tu passes par 49.3, là, je suis dans ma tête. Là, vous voyez, je fais une analyse dans ma tête. Mais si, par exemple, tu passes par le 49.3 pour essayer de faire passer une loi en règlement et donc outrepasser le Parlement, ok, et bah par derrière, ils peuvent te mettre une motion de censure. Ils peuvent te faire tomber parce que tu passes par le 49.3. Donc même si tu essayes de gouverner à travers le 49.3, et ça c'est des mécanismes qui ont été mis sous la 5e République pour essayer de sortir de l'ultra-parlementarisme de la 3e et de la 4e République, c'est pour ça que le général de Gaulle a mis les règlements, etc. en place, et bah t'es bloqué quand même. Donc, en vrai, au final, parce qu'on dit beaucoup que la 5e République, on est plutôt sous un mandat présidentiel, mais dans cette configuration-là, pour moi, c'est le Rassemblement national qui est gagnant. Et s'ils font une motion de censure, les gouvernements tombent, pour moi, il y a deux solutions. Soit Emmanuel Macron démissionne, ou soit Emmanuel Macron, en juin prochain, refait des élections législatives. Pour moi, c'est plus probable, mais c'est sûr qu'il y aura une majorité absolue au niveau du Rassemblement. Peut-être pas majorité absolue, mais en tout cas une majorité absolue pour le Rassemblement national, parce qu'avec ce qui s'est passé, Emmanuel Macron n'a pas envoyé Lucie Castet à Matignon. Beaucoup de gens de gauche ont dit d'accord, c'est fini le Front républicain. Donc peut-être que Renaissance s'en est sortie grâce à Gabriel Attal, grâce à des alliances et tout, mais je suis désolée, au final là où ils sont grands perdants, c'est que Renaissance n'a réussi à tenir que grâce au Front républicain, que grâce au retrait de certains candidats pour d'autres. Mais pour beaucoup d'électeurs de gauche, moi de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu lire, c'est moi, demain, il y a un Renaissance vs un RN, je reste à la maison, je vais pas voter. Je dis pas que j'ai voté pour le Rassemblement national, mais je vais pas aller sauver un Renaissance qui n'a même pas essayé avec Lucie Castet. Le fait politique marquant de ces législatives, c'était le Front républicain. C'était le Front républicain, oui. C'est ça qui a rassemblé une large majorité des Français. Et lui, là, il a fait l'affront républicain. Donc au final, pour moi, il y aura un blocage institutionnel qui mènera le Rassemblement national au pouvoir. Ça peut être une manière pour Jordan Bardella de venir à Matignon en 2025 avec le soutien du Parlement et donc de rester. Donc là, on sera dans une cohabitation Emmanuel Macron, le Rassemblement national. Et en plus, Emmanuel Macron ne voulait pas laisser cette trace-là. C'était sa peur absolue d'être là, d'être soit le président qui a vu le Rassemblement national, qui a fait monter le Rassemblement national, ou en tout cas de gouverner avec le Rassemblement national, ou sinon la démission. Moi,
personnellement, donc là, je vais vous donner mon avis sur la démission. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Je ne suis pas dans son cabinet. J'ai pas des oreilles là-bas. Mais je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce que je vous ai dit. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement qu'Emmanuel Macron veuille démissionner, d'accord, à 2 ans de la fin de son mandat. Voilà, là on le voyait à Copacabana en train de faire un petit footing. Mr. President, just one question. How is like running in Rio in the morning before going to work? Okay, sorry. T'es accueilli comme un roi en Chine, en Angleterre, au Brésil. Non, non. Je vois pas parce que le président, en fait, au niveau national, c'est le Premier ministre qui prend. Le Premier ministre a toujours été le bouclier du président. Donc, pour moi, la personne qui va être confrontée à la colère directe, ça va être le Premier ministre. Après, si oui, tu as envie encore d'avoir tes cartes à jouer au niveau national, tu peux démissionner, mais pour moi, en tout cas, c'est quoi? C'est rester jusqu'à la fin, faire tes 2 ans, allez, tu dissous, faire aller au sommet, faire le G20, le G7, profiter un peu à l'étranger et partir. Mais pour d'autres, il y a aussi cette supposition-là, c'est démissionner pour pouvoir revenir. Parce que si Emmanuel Macron démissionne, actuellement, ça ne lui fera pas 2 ans, ça ne lui fera pas 2 mandats. Et ça lui permettra de revenir d'ici 5 ans. Donc de se représenter dans 5 ans, comme François Hollande essaye de le faire actuellement, comme parce qu'il n'a fait qu'un mandat, et comme Nicolas Sarkozy a fait parce qu'il n'a fait qu'un mandat. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre. Au final, quand je me suis posée et que j'ai analysé comme ça, je me suis dit, ça fait pas du tout complotiste. C'est fortement plausible. Il faut juste avoir les arguments. Faut juste avoir les arguments pour décortiquer la situation et se dire oui, c'est quelque chose c'est des choses qui peuvent passer par la tête et c'est sûr, je le ressens bien au niveau des partis que de plus en plus on tend vers cette supposition qu'Emmanuel Macron pourrait démissionner. Pour moi, c'est assez gros, mais en tout cas, ça se prépare sûrement pour de nouvelles élections législatives. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker, à repartager et surtout à vous abonner pour me donner un maximum de force et de soutien pour cette chaîne. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!